La cueillette continue sur les molières pour récolter les derniers ingrédients du repas du soir. Là, on est en train de ramasser des oreilles de cochon, astère maritime, donc, mais le nom plus courant dans la région, c'est quand même les oreilles de cochon ou les feuilles, on appelle ça aussi. Ça peut très bien se manger en salade ou cuit mais légèrement croquant, quoi. Et c'est vraiment on peut servir ça avec un poisson, une viande. On fait nous suer ça dans un petit peu de beurre, huile d'olive et ça cuit très très vite. On mange ça croquant et ça se marie très bien avec l'agneau de présalé par exemple, qui est l'agneau local par excellence. Donc avec une AOC, on peut très bien servir une poêlée d'oreilles de cochon et ça va très très bien. Et justement, là, comme on a de l'eau bien à côté, donc ce soir on va pouvoir... Ah, c'est bien le biome, j'adore ça. On va pouvoir l'accommoder justement avec une petite vinaigrette. Ah ouais. Ça c'est une cuisine de la betterave, ça. Nous, on connaît que les plantes de base, mais vraiment François nous apporte une inspiration complémentaire et justement pour nous, ça va nous ressourcer pour les expériences futures et puis l'amélioration de notre cuisine locale. Sur un éperon rocheux, au sud de la Bourgogne, voici Brancion. Un village médiéval du XIIe siècle, quasiment préservé dans son état originel. Au-dessus du village, un château fortifié érigé au XIe siècle. Un ensemble unique en France, un patrimoine protégé par une association de passionnés, la Mémoire médiévale. Salut, bonjour, ça va? Très bien, très bien. Frédéric Fauché est architecte et président de l'association. On a une belle équipe aujourd'hui. Il y a des seaux. On va enlever toute la terre qui est dans l'ancienne chapelle. Donc on vous a préparé des pelles, on vous a préparé des seaux. Et donc on va vous emmener sur le chantier. Puis vous allez vous organiser entre vous. Allez. Aujourd'hui, les bénévoles de la Mémoire médiévale se retrouvent comme 4 fois par an pour nettoyer et entretenir les abords du château. Ouh là là. On va vous mettre les seaux et après il faudra les emmener sur le sac qui est là-bas. Oui, ouais. Et puis il y en a qui vont arracher, puis d'autres qui vont commencer à récolter des pierres. Première mission de la journée pour ce groupe d'étudiants, dégager les vestiges d'une crypte ensevelie sous la végétation. C'est une journée de ce qu'on appelle de corvée, mais qui est en fait un moment d'amitié, où on se retrouve pour travailler ensemble sur le château. Et donc là aujourd'hui, on a tout un groupe de jeunes. Et donc ils se sont attelés à ça avec beaucoup de courage, parce que c'est très fastidieux, c'est un mélange de cailloux, de terre, de végétaux. Puis sinon, on avait coupé cet hiver beaucoup d'arbres qui gênaient le château, qui le mettaient même en péril par endroits. Et on va descendre tout ce bois qu'on vendra dans l'hiver pour apporter de l'argent au château. Thibaut a 18 ans. Étudiant, il a rejoint la Mémoire médiévale il y a quelques mois. J'habite juste à côté, à quelques kilomètres, et le château de Brancion, j'y viens depuis que je suis tout petit. Et puis c'est l'occasion d'aider vraiment sur la préservation du patrimoine. La crypte, on l'avait déjà commencé la dernière fois. On avait retiré pas mal de caillasses, mais là, ça s'est un peu remblayé. Et puis surtout, il y a plein de végétation qui a poussé, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de travail aujourd'hui. Pour la corvée de bois, Christine s'est portée volontaire. Éducatrice, Christine est un pilier de l'association. Moi, j'habite juste à côté et le château de Brancion, je connais depuis très longtemps.
Et je suis ravie que le site revive et qu'on soit tous là ensemble parce que c'est un bon moment à partager, d'effort mais aussi de plaisir. J'anime aussi des ateliers pour enfants pendant l'été, des ateliers Chevalier Princesse. Voilà, où on fait fabriquer aux enfants des chapeaux et on leur fait découvrir le château en essayant que ce soit eux qui animent la visite. C'est-à-dire, c'est grâce à un jeu de questions-réponses, c'est eux qui participent activement et en principe, ils adorent ça. Emmanuel, lui, a découvert Brancion en simple visiteur il y a quelques semaines. On n'a pas de compétences particulières historiques plus avancées, ni en maçonnerie, etc. Donc on peut déjà donner les bras puis un peu de notre temps, quoi. Voilà. Est-ce que c'est un peu comme si vous faisiez un voyage vers le Moyen-Âge ou s'inscrire dans l'histoire? Si vous enlevez le bruit de la tronçonneuse, c'est exactement ça. Après quelques heures, les étudiants ont déjà réussi à dégager l'escalier de pierre de la crypte. Alors Frédéric, bilan de la matinée? Bon bilan parce qu'on a quand même dégagé beaucoup de travail. On en est à la 1, 2, 3, 4, 5. On en a trouvé encore une autre, 6e marche ici. On a dégagé les 2 pieds droits ici de ce qui peut être un passage. Voilà, on sait qu'à peu près la chapelle se termine 50 cm derrière les racines que l'on voit. Je pense qu'il faut encore au moins 2 bonnes séances comme aujourd'hui pour arriver à encore enlever ce qui reste. Mais bon, voilà, c'est ça. Et puis bon, je crois que tout le monde se prend au jeu d'essayer de découvrir ce qu'il y a derrière tout ça. Bah on mange hein. Voilà. Bon appétit tout le monde. Pause déjeuner pour les 60 travailleurs volontaires, tous amoureux du patrimoine. Dans cette histoire d'association, tout le monde s'investit avec ses propres valeurs et avec ce qui l'intéresse. Mon investissement personnel, c'est celui de savoir comment faire vivre aujourd'hui du patrimoine, à quoi il peut servir. Et là, ça sert à ce que des gens soient ensemble, travaillent ensemble, pour après accueillir d'autres gens. Donc il y a de la vie dedans. C'est pas que de l'histoire, c'est pas qu'un regard vers le passé, c'est aussi dire que le patrimoine c'est de l'avenir. D'abord propriété des Brancion, puis des ducs de Bourgogne, le château a connu une histoire mouvementée, jusqu'à sa perte d'influence au lendemain des guerres de religion au XVIe siècle. Aujourd'hui, Mémoire médiévale s'efforce de conserver ce trésor de l'histoire de la Bourgogne. Ce matin, Frédéric Fauché a rendez-vous avec André Gauger, le tailleur de pierre qui travaille à la consolidation de Brancion. Il y a quelques mois, l'artisan a stabilisé l'escalier d'accès au donjon. Quand on voit comme ça se comportait, avec toute la maçonnerie qui s'arrachait. Stabilisé, car il ne s'agit pas ici de reconstruire. Beau travail. Là, le rocaillage, moi, je trouve ça très bien, vraiment. Ça... Parce qu'on ne raconte pas d'histoire aux gens. On leur dit, voilà, c'est une ruine, et ils viennent voir une ruine. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, monsieur Fauché, c'est restauré, mais pour un novice, on pourrait dire que c'est pas terminé. Oui, alors c'est un parti pris, c'est le parti pris qu'a choisi l'architecte en chef, de cristalliser le bâtiment à un instant T, avec son vieillissement, qu'on accepte. On ne triche pas, on ne montre pas de maçonnerie refaite, on l'accepte telle qu'elle est, on la consolide, on empêche qu'elle se dégrade. Donc il y a un glacis qui est fait sur le dessus ici qui va empêcher l'eau de rentrer et que le gel continue à détruire la maçonnerie. Et voilà, le bâtiment est figé et on rend la lecture claire. La seule pièce intacte de Brancion se trouve à l'intérieur du donjon. C'est ici que les seigneurs venaient s'abriter pendant les combats. Un escalier de bois leur donnait directement accès au toit du bâtiment,
pour assister aux batailles. Ce qui est beau dans ce paysage-là, c'est qu'il y a des générations d'hommes qui l'ont travaillé. Ça, c'est très, très touchant. On est des gens qui habitons sur ce territoire, donc le patrimoine, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est des emplois concrets, c'est des gens qui se rencontrent. Voilà, c'est ça qui est important aussi, quoi. Récemment, en effectuant des travaux sur les murs de soutènement du château, les maçons ont fait une découverte. Ils ont mis au jour les traces d'une salle jusque-là inconnue. C'est vraiment des moments exceptionnels. Et puis alors voilà, c'est ça qui est, c'est dessin. Dessin, peinture. Oui, on dirait du dessin à l'ocre, hein, sur un enduit blanc. La petite fenêtre, les graffitis sur l'enduit, le blanc, l'ocre. Là, on a la maçonnerie là qui se prolonge, qui vient retrouver cet angle droit ici qui s'appuie sur le rocher, qui va repartir par là-bas. Pour percer le mystère, quelques jours plus tard, Frédéric Fauché fait appel à son confrère Frédéric Didier, l'architecte en chef responsable du site. Frédéric Didier supervise les travaux à Brancion depuis 2002. Ah, les photos ne peuvent pas parler. Hein, ah non, c'est absolument passionnant. Puis on a une chance formidable à cette heure-là d'avoir la lumière. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus pas des soldats ou des gens comme ça qui ont fait ça. En fait, on a l'impression d'un gars tout seul qui se crée son petit décor. C'est pas du tout savant. Non. Maintenant, il faut imaginer ce que c'est que cette salle, mais elle est certainement pas là par hasard. Moi, j'imagine assez bien que on doit permettre à la garnison de descendre ici pour pouvoir flanquer en fait avec des petites meurtrières, si vous voulez, surveiller le rempart, surveiller ici ce qui vient du village. Donc ça donne un intérêt supplémentaire, c'est ça qui est palpitant. Alors le gros problème, c'est le problème de conservation d'une chose comme ça, parce que c'est... Et puis de notre projet, parce que ça remet en cause... Si on le laisse comme ça, apparent, ruiné, dans 3 mois, il n'y en a plus. Donc on a une très grosse responsabilité. Il faut savoir que ça, c'est tellement fragile que peut-être que la meilleure des sauvegardes, c'est de le recacher. C'est un petit côté tombeau égyptien quand même. Hein. Oui. On a l'impression de pénétrer dans une tombe de la vallée des rois. Ah non, c'est passionnant. Hein. Les deux architectes se laissent quelques semaines pour décider si la salle mystérieuse sera montrée aux visiteurs. Aujourd'hui, seule la partie du château dominant le village a été entièrement dégagée. Un peu plus bas, les 3/4 des sous-bassements de Brancion, toujours ensevelis sous la végétation, restent encore à découvrir. Un formidable terrain de jeu pour les deux hommes. C'est la forêt vierge, là. Hein. Oui, bah écoute, ça nous rappelle des souvenirs. Ben oui, ça rappelle avant qu'on s'occupe du château. Voilà. Ça, c'est bien de revenir ici parce que ça permet de mesurer le chemin parcouru ailleurs. Oh, les noms. Je pense que tout était comme ça. Hein. Tu sais, ça me fait penser au temple d'Angkor. Oui. L'été dernier, j'étais au Cambodge, justement, et voir les chantiers de restauration. Et il y a certains temples qui ont choisi de le laisser comme ça. Ah oui. Bon, ça veut dire qu'il y a encore du travail, c'est bien. Oui, absolument. Mais en même temps, les murs sont magnifiques parce que quand tu regardes ce parement-là, c'est absolument splendide. C'est très belle maçonnerie. Très belle maçonnerie. Hein. Là, il faudra vraiment qu'on intervienne un jour ou l'autre parce que ça finira par s'effondrer là-haut. Alors qu'est-ce que ça pouvait être ici? Des réserves, on ne sait pas. Bah, y a tout le problème de savoir si c'est derrière c'est la chapelle ou si c'est des celliers et autres dans cette partie-là du château. Hein. Mais c'est le jour où on aura fouillé le bâtiment qu'on pourra le savoir. Alors je ne sais pas si la citerne, on avait dégagé la citerne. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Ah oui. C'est une superbe maçonnerie avec de la collecte d'eau depuis le haut. C'est assez formidable. Hein. Oui, il fallait quand même garder de l'eau. Une belle au bois dormant comme ça, il faut la réveiller avec des doigts de fée. On essaye de cristalliser ce qu'on a, c'est-à-dire de donner à lire, tout en gardant cet effet du temps qui est passé. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à l'état médiéval. Hein, donc il faut qu'on garde de la végétation maîtrisée, qu'on garde les murs bien visibles, qu'on ait le sentiment aussi que nos interventions ne les voient pas et que
pratiquement, ça s'est conservé jusqu'à nous en s'étiolant un petit peu, mais sans rupture complète. Et je crois que cette poésie, elle vient de ce que les gens ont le sentiment qu'on leur donne la possibilité de rêver. Mais il reste encore du boulot. Hein. C'est bien. Pour les 10 ans à venir. Ouais. L'église du village date du XIIe siècle. Elle a été totalement restaurée. Aujourd'hui, les façades et la toiture ont retrouvé leur cachet originel. Ouais, les peintures, hein. C'est notre croix, parce que ça pose vraiment des questions. Mais ce qui inquiète le président de l'association, ce sont les peintures murales du chœur de l'église. Oui, là, quelle était la philosophie par rapport à une problématique telle que celle-là? Rongées par l'humidité, les peintures du XIIIe siècle s'effacent inexorablement. Je crois qu'on est vraiment là dans un état de coma dépassé. Pratiquement, il faudrait accompagner le malade pour qu'il meure dignement, mais ça devient une caricature de patrimoine. En même temps, on peut faire durer, peut-être retarder le moment fatidique, mais tu te souviens, on a connu ici des mètres carrés de peinture qui ont disparu. On a assaini l'église, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et puis le fait que ce soit des peintures et pas des fresques, bon, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fragile. Oui, c'est beaucoup plus fragile, parce qu'en fait, on a juste une couche de pigments. On est très très fin. C'est des choses qui sont de l'ordre du 10e de millimètre. Et par exemple, voilà, là, malheureusement, la couche picturale, elle est là, elle est en train de tomber. On voit la couche d'origine en dessous. En fait, l'église, elle est née avec un badigeon blanc, toute simple. Et puis ensuite, on a eu de l'argent au XIIIe siècle, et on l'a enrichi. Et voilà. Et donc, malheureusement, ça n'est pas sous ça. C'est quand on voit le blanc, c'est qu'il est déjà trop tard. Et alors, quand on voit la pierre, a fortiori, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer. On a essayé de le sauver. Ça fait 80 ans qu'on essaye de sauver ce patrimoine. Mais aujourd'hui, on est vraiment très ennuyé parce qu'on ne sait plus quoi faire sur un élément comme ça. Ils sont très très bons ici, Seule possibilité pour garder la mémoire de ces peintures médiévales, les photographier avant leur disparition. Brancion est unique parce qu'on y retrouve intacts tous les symboles d'une ville médiévale. Le château occupé par les seigneurs, l'église, siège du pouvoir religieux, les maisons de pierre réservées aux chevaliers et la halle, véritable cœur économique où le peuple venait commercer. Les seigneurs de Brancion régnaient sur toute la campagne alentour. En tout, plus de 18 villages et 11 châteaux de moindre importance qui avaient fait allégeance à Brancion. Comme ici, le château de Balleur. En 1860, le château de Brancion est racheté par la famille de François de Murat. Aujourd'hui, propriétaire du château, François est le seul habitant à vivre toute l'année à Brancion. Il y tient l'auberge du village. Alors pourquoi vous aimez autant ce tableau, M. de Murat? Pour moi, c'est tout un souvenir. C'est tout un souvenir de l'époque à laquelle mes grands-parents ont racheté ce Brancion et sa ruine. Et il a été peint, ce tableau, justement, à l'emplacement où je suis actuellement. Le peintre avait en vue l'auberge et le château. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est le but de la conservation. Ce tableau représente la vie associative de l'époque, c'est-à-dire une société de paysans. C'était le jour de foire et on voit toute l'animation qu'il y a autour. Entre autres l'auberge, qui était déjà auberge à cette époque et qui maintenant l'est toujours, avec les marchands qui présentent leurs animaux. C'est une très très belle scène animalière. Ici, il y avait tout. Il y avait foire et marché, il y avait la justice, les impôts, et une petite corps d'armée et 3 militaires délégués par Dijon qui étaient permanents ici. Par là, Bob, viens. Après avoir longtemps tenté d'entretenir le château,
François de Murard a confié à la mémoire médiévale la gestion du site pour une durée de 50 ans, en signant en 2005 un bail amphithéotique. J'ai confié dans un esprit de sauvegarde, parce que gérer un bien tellement important était trop lourd pour la famille. Si on aime son patrimoine, on va y engloutir sa fortune. Mon père, avec qui j'avais beaucoup d'admiration, disait toujours « Souviens-toi bien de ça. Nous ne sommes propriétaires de rien. Nous ne sommes que les gérants de l'histoire et des traditions. » Siegfried Hartmann est l'un des derniers artisans laviers de la région. Il a restauré les toits de nombreuses églises de Bourgogne. À 59 ans, Siegfried pensait ne plus pouvoir trouver de successeur, jusqu'à l'arrivée de Patrice, à qui il transmet son savoir depuis presque un an. Vas-y, va là, encore, tu vois, parce que regarde par rapport à là. À 27 ans, Patrice fait partie du programme d'insertion de l'association Tremplin Hommes et Patrimoine, qui propose des stages pour les personnes en difficulté. Tu vois, sur les 5 cm, toi, comme je te disais à l'aplomb là, hein, d'équerre au plus haut, le plus haut là, toi, il y a encore un petit peu là. Et les architectes, ils aiment bien quand ça fait l'arrondi, que ça reste pas rugueux comme ça, tu vois. Faut que ça soit toujours. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de perpétuer le savoir-faire que j'ai appris, moi, et à le transmettre à Patrice, maintenant, qui veut s'en donner la peine pour apprendre, quoi. La taille de la lave, ça va maintenant. C'est vrai que je me débrouille bien, on va dire, apparemment. Mais surtout, le plus important, c'est la pose. C'est vrai que la pose, je pensais pas que c'était aussi difficile à faire, quand même. Descends-la pas trop bas, parce qu'après, au-dessus, quand t'en mets une dessus, après, elle va lever. Avant de pouvoir s'aventurer sur le toit de l'église de Brancion et ajuster des tuiles de lave qui pèsent plusieurs kilos, Patrice s'entraîne d'abord sur une maquette. Ouais, mais c'est bon, là. Et si tu mets... Voilà. Alors, ce qu'il faut déjà... Et l'écart qu'on déjà, tu vois, regarde par rapport à la hauteur de l'autre, là. Que si tu mets trop de pente, tu vois, comme je te disais des fois, si tu mets la pente comme ça, tu vas poser une lave. La deuxième lave, tu vas pas réussir à la poser, parce que tu as vu comme ça ouais, ça monte trop haut. Ça monte trop haut, et après, les autres, tu peux plus positionner les autres laves. Ouais, ok. On l'a calé. Là, moi, c'est tout le manuel comme les anciens faisaient. Et quand je dis que je restaure des toits, des églises et tout, et que c'est parti pour 2 siècles, eh ben c'est parti pour 2 siècles. Parce que tout ce que j'ai restauré jusqu'à maintenant, au bout de plus de 20 ans, ben, j'ai jamais retourné. J'espère pouvoir reprendre derrière M. Hartmann son travail. Et j'espère pouvoir me mettre à mon compte et pouvoir ouvrir une entreprise et pourquoi pas former 1 ou 2 jeunes plus tard. Hein. Quelques jours plus tard, travaux pratiques sur le toit de l'église. Une première pour Patrice, toujours sous l'œil de Siegfried. Aujourd'hui, il s'agit de réparer une fuite. C'est pas gros. Voilà, là. Attends, laisse ça poser sur les laves. Voilà, laisse ça poser. C'est bon, là, je la tiens. Tu vois, je la fais comme ça. Tu vois, quand tu la descends. Et au bout d'un moment, tu vas y faire ça. Ouais. Tu vas doucement, hein. Tu veux un marteau? Tu veux quelque chose? Non, c'est bon. Je pensais pas que la pose de lave sur le toit était aussi dure à poser. Je pensais pas ça prenait un peu de temps comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je suis toujours partant pour apprendre le boulot. Hein. Ouais, je la pète. Ouais. Regarde où tu mets les pieds. Essaye de pas trop les casser non plus. Hein. Mais moi, je pense que la fuite, elle se situe, tu vois, au niveau que les biais sont pas faits sur les côtés. L'infiltration doit se faire là. 1 heure plus tard, la fuite est localisée. Mais il faut encore dégager une tuile de lave et évacuer les gravats avant de procéder au colmatage. Regarde dessous, là.
On voit pas tout ça. Bah oui. Mais comment tu veux que j'y enlève? Bah avec le mètre, tu te débrouilles. Voilà, tu poses le seau, maintenant tu prends ton mètre, tu règles dessous. Ou tu veux la langue de chat, je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah ouais, la langue de chat. Il y a dedans, tu vois, ça fait 3 fois que je la propose. Bah ouais, mais je pensais pas qu'on allait enlever... Et enlever ça. Ouais, mais j'y pensais pas, moi. Vu qu'on cherchait la gouttière, je pensais pas que ça allait gêner. En même temps, quand on le fait, on nettoie tout ce qui peut retenir l'eau. Je sais qu'il faut... bien. Je sais, à chaque fois tu me dis, il faut être attentif. Bah t'as vu, je fais pas attention à tout. Je commence, donc peut-être qu'après, je ferai attention comme il faut à tout le reste. Ouais, mais bon, je ne serai pas toujours derrière toi, moi. Je ne serai pas toujours derrière toi. Alors normalement, ça, tu devrais le savoir, ça. Là, maintenant, ça devrait être ancré, ça. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Encore beaucoup de choses. Mais bon, moi, je voudrais bien qu'il apprenne assez vite. Que moi, je puisse me permettre d'aller ailleurs, aller me faire bronzer un petit peu. Mais ailleurs, pas sur un toit de lave. Que je puisse profiter un peu de ma retraite. Putain, j'avais fait chaud. Mais c'est rien, ça. Oh. Il fait pas 50 degrés. S'il faisait 50 degrés, on serait bien. Oh, mais je sais bien, toi, il t'en faut 200 degrés. Ouais. Un mois plus tard, Frédéric Didier, l'architecte en chef, est de retour à Brancion. En concertation avec l'association, il a pris une décision radicale pour préserver la salle découverte sous les murs du château. Il y a encore une petite énigme ici qu'il faut vraiment qu'on comprenne. Elle a été photographiée, donc on sait maintenant ce que c'est. Il y avait un élément ici, qui était une salle sans doute liée à la défense de cet angle du château. Tiens, dis donc, t'as vu? Regarde ça. Regarde, un morceau d'enduit. Ça, c'est... Ah ben ça, faut le garder. Faut le garder, ça. Écoute, toi qui voulais un prélèvement, c'est formidable. Ça, c'est un morceau du décor de la pièce, ah, oui. Ah ben, on va le mettre dans la vitrine en bas. C'est quand même... C'est sympa. C'est quand même marrant. Quelle décision a été prise par rapport à cette salle? Ben, la décision, justement, c'est qu'on va la remblayer à nouveau. Et en fait, parce que on a étudié le problème dans tous les sens et en fait, on n'a pas de capacité de conservation de ces décors. Et les laisser au jour, c'est les détruire. C'est un adieu, je dirais à ça. C'était émouvant, mais en même temps, c'est la raison qui prend le pas sur la passion. C'est pas frustrant? Non, parce qu'on a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc au contraire, et puis on est tous d'accord et on est heureux de pouvoir aller plus loin dans la restauration du château. Trois jours par semaine, d'autres volontaires rejoignent le château de Brancion. Ils quittent à 8 h du matin pour la journée le centre de détention de la Varenne-le-Grand. Condamnés, ils sont en fin de peine et font partie d'un autre programme d'insertion de l'association Tremplin Hommes et Patrimoine. Un programme réservé uniquement aux détenus. Le fait de travailler sur Brancion, on se sent libre. On n'a déjà pas de surveillance derrière nous. Après avoir passé un certain nombre d'années comme ça, enfermés, ouais, on revit. Par le biais du travail, en fait, on prépare notre sortie. Quand on retrouve la liberté comme ça tous les jours, pendant 3 jours, et on rentre en détention ensuite, ça nous donne plus l'avantage de nous dire qu'on n'a pas envie de reconnaître ça, quoi. Avant d'être sélectionnés, les détenus doivent prouver leur motivation et leur envie réelle de se réinsérer. En les faisant travailler sur un chantier de restauration, Tremplin les aide à préparer leur retour à la liberté. Chaque matin, ils sont accueillis par Oma, psychologue et responsable pédagogique du projet. Le programme d'aujourd'hui, donc une équipe qui va travailler sur la ferme de la petite maison Rabu,
l'autre qui va travailler sur donc, la portion du mur B et l'autre qui va travailler sur le montage du mur C. Okay. Pour les prisonniers, il s'agit d'apprendre à se responsabiliser, à s'organiser et à tenir des objectifs. C'est le programme qui est prévu pour aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une pierre d'angle? Elle est taillée. En tous les cas, elle correspond à un angle. Hein? Donc, c'est la forme. Très bien. Avez-vous estimé le temps qu'il vous faut par rapport au montage et le travail de la ferme? 1 heure et demie. Les gars, c'est bon, il n'y a pas de questions? Tout le monde connaît son poste de travail? Eh bien, au boulot. Allons-y. C'est un peu du coaching que je fais. Mon travail consiste à les pousser justement à trouver les solutions par rapport aux activités qu'ils ont et de trouver les solutions adaptées aux situations différentes. Dans leur représentation, une femme ne s'occupe pas de ce genre de choses. Et mon travail aussi consiste à travailler sur toute leur représentation et effectivement leur donner à voir qu'il y a d'autres possibilités que de voir toujours de la même façon les choses. Pendant que la première équipe attaque les murs de pierre sèche, le deuxième groupe part travailler sur la charpente de l'une des plus vieilles maisons du village. Donc hier, on a démonté notre ferme pour pouvoir passer notre panne fêtière, parce qu'elle ne passait pas. Pour ces apprentis charpentiers et tailleurs de pierre, participer au programme est un privilège. Attention, les têtes sous la poutre. Attends, nous on va aller en haut pour les réceptionner. Bouge pas. Il y a beaucoup de demandes pour seulement 8 places. David, ne le fais pas tout seul, hein. Mets-le dans le trou, là-bas. Hop là. Voilà, chevillé. Et c'est ça, en fait, ils font pas la bonne... Ça, c'est le boss, là. Jean est un ancien du programme. Il y participe depuis 1 an. Dans un peu moins de 3 semaines, il va quitter la prison et retrouver la liberté. Pour nous, c'est une seconde chance. Je veux dire, il y en a qui vont sortir de détention, ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne sauront pas quoi faire. Nous, voilà, on nous donne la chance de prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Donc on le fait bien. Hein. Ça nous remet dans le bain du boulot. Hein. Un détenu qui va sortir, qui n'aura rien fait pendant sa peine, voilà, on l'aide en quoi? On l'aide en rien. Hein. Il est libéré, on le met dehors et puis terminé, il se débrouille tout seul. Hein. On aura peut-être moins de chances de retomber ou de récidiver qu'un autre détenu. On nous fait confiance, on nous confie un chantier à restaurer. C'est une fierté, parce que quand on fait quelque chose ici, voilà, on a les remerciements derrière au niveau de l'encadrement. Ça fait plaisir d'être félicité pour quelque chose de bien fait. Ce qui est rare. Comme je dis, hein, j'ai pris la mauvaise route, j'assume. Et puis c'est tout. Hein. Maintenant, je veux prouver comme quoi je suis capable de faire quelque chose malgré que j'ai fait de la prison. Voilà, moi je veux qu'à la sortie, on arrête de me coller une étiquette voilà, détenue sur le dos. Voilà. Est-ce que tu le montres à Michel, s'il te plaît? Michel Jondeau est le directeur technique du chantier et l'instigateur de ce projet de réinsertion. Ah bah tu l'intègres dedans, tu considères que ça c'est de la pierre de blocage qui est derrière, c'est-à-dire que tu vas venir monter ton mur, et puis tu vas te marier autour, c'est-à-dire que tu vas compléter une pierre là qui va te servir de blocage. Hein. Si tu veux, tu considères que c'est déjà une pierre qui a été mise en place. Ok, d'accord. Ils ont le sentiment d'avoir participé à quelque chose qui a du sens, hein, qui a du sens dans leur histoire, mais aussi dans l'histoire. On voit souvent des gens qui reviennent avec leur famille, avec leurs amis, et qui disent « j'ai participé à ça ». C'est vachement important. Ce sont des gens qui ont souvent été en situation d'échec, qui sont dévalorisés, et c'est une façon de leur redonner de la valeur à travers le patrimoine. L'association Tremplin ne travaille que sur des monuments historiques. Brancion est le seul de leur chantier à accueillir des prisonniers. Depuis 2 ans, l'histoire du village s'écrit avec les détenus.
Manu et Julien concassent des millions, des minuscules morceaux de cailloux qui vont servir à caler les pierres les plus importantes pour monter les murs. Julien a été condamné il y a 2 ans. C'est la première fois qu'il quitte les murs de la prison. Il lui reste encore 5 mois de peine à purger. Rester enfermé 24 heures sur 24 dans une cellule, rester allongé, regarder la télé, ça rend, je dirais, un peu fou. Au bout d'un moment, ça rend fou. Et là, ça nous libère, on redécouvre la vie. Moi, pour moi, c'est une renaissance. Maintenant, on va faire partie de l'histoire parce qu'eux, ils ont travaillé, donc ils ont construit ce site. Nous, on rénove, donc on fait partie du site maintenant aussi. Hein. Comme tous les nouveaux, Julien, pour son premier jour, est pris en charge par un ancien. On va faire un petit lit. Ce matin, c'est Manu qui l'épaule. Lui participe au programme depuis 6 mois. Et pourquoi tu ne fais pas au ciment? Parce que le ciment, ça n'existait pas au XIIe siècle. Pourquoi tu mets pas de la terre à la place? Parce que déjà, ça s'appelle un mur de pierre sèche. Et si on mettait de la terre, eh ben, avec la pluie, ça risquerait de s'écrouler. Ok. Bon les gars, vous en êtes où là? Dans votre mur? On avance. Vous trouvez les bonnes pierres là? Il y a encore dans votre tas là, des pierres qui vont. Il y a un petit détail là, il faudrait quand même que vous essayiez de trouver des pierres qui se bloquent davantage les unes par rapport aux autres. Parce que c'est des pierres de blocage, ça sert à bloquer. Hein. Elles doivent venir en appui les unes contre les autres. Et puis comme ça, ça donnera aussi beaucoup plus de stabilité au mur. Hein. Parce que si je mets un coup de pied dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez mal aux pieds? Je parie. Ça bouge, ça veut dire que la pierre qui est derrière n'est pas suffisamment en appui contre. Et ça, c'est le problème des murs en pierre sèche. Et c'est comme ça qu'ils fragilisent beaucoup plus rapidement qu'autrement. Donc essayez de trouver des pierres bien calibrées et puis qui aient la même forme, qui viennent s'épouser. C'est un puzzle en fait. Hein. C'est comme les pièces d'un puzzle, ça doit s'emboîter les unes dans les autres. Et en fait, des millions, vous devriez en mettre que des milliers. C'est pas difficile à supporter l'autorité? Oh, c'est une question d'habitude, hein. Vous savez, on sort d'un centre de détention où on fait face tous les jours à l'autorité. Donc on a l'habitude. C'est la même autorité que celle que vous connaissez en détention? Bien sûr que non. Là, c'est autorité du travail. Là-bas, c'est autorité... Discipline. La différence, c'est que là-bas, c'est de l'autorité pour l'autorité, tandis que là, c'est faire autorité dans le travail. Voilà. Moi, là, je savais pas monter un mur en pierre sèche. Maintenant, je m'y connais un tout petit peu plus. L'intérêt, c'est pas de construire des murs. Hein. Justement, ils ont envie d'en sortir des murs. L'intérêt, c'est de leur donner des outils de réflexion qui vont leur servir dans leur vie de tous les jours, qui vont leur permettre de sortir de prison le plus rapidement possible, je l'espère pour eux, et puis surtout de ne pas y retourner par la suite. C'est une manière de faire un va-et-vient, un effet miroir entre un projet de restauration du patrimoine et puis quelque part un projet de reconstruction, j'irais même jusqu'à dire de restauration de soi-même. Bon les gars, il faut peut-être bosser un peu là. Oui. Hein, on va reprendre un petit peu tout ça, donc je vous ai décalé 2-3 pierres. Bon, on va les remettre. Ouais. Mais on va les caler un petit peu plus. Puis essayer de les caler un petit peu mieux, reprendre sur du bon blocage. À Brancion, chaque journée finit comme elle a commencé pour les prisonniers. Donc, le seul souci par une réunion. À un moment donné, c'est vérifier qu'il y avait des fondations. La psychologue évalue chacun des participants et commence par Julien, le petit nouveau. J'ai vu que tu maîtrisais parfaitement la technique, c'est très bien. Et il te transmet son savoir-faire. Ouais, on parle. On parle et ce que tu fais aussi. Bien sûr. Il te laisse faire aussi. Bien sûr. Hein? Ouais, Très bien. Ok. Alors, tu peux expliquer un tout petit peu plus qu'est-ce qui te soucie? Il va falloir étayer à l'intérieur du mur avec des grosses pierres. D'accord. Pour éviter qu'avec le temps, le mur du château pousse l'autre des murs. Tu parles tout le temps de plus tard. Donc, tu fais de l'anticipation, en fait. Hein? Donc, je ne fais pas ici et maintenant, j'envisage de faire ici pour plus tard.
c'est pour vous éviter de faire quoi? Voilà, des conneries. C'est de vous éviter de foncer, en fait. Hein. Voilà. Effectivement, dans la restauration, peut-être une partie très très difficile, c'est se réconcilier aussi avec le temps. Le temps est un allié, c'est pas un ennemi. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a décidé d'attaquer les murs en pierre sèche, ça a été si difficile parce que c'est un travail de minutieux et de patience. J'ai rien oublié. Non? Eh bien, c'est parti. « 17 h, il faut se résoudre à prendre le chemin du retour vers la prison. Une demi-heure de route, les derniers moments de liberté de la journée. Le soir, on est un peu dégoûté de rentrer. Là, je sais que dans même pas 10 minutes, je vais redevenir prisonnier. On va rentrer, on va prendre notre douche, on va se faire fouiller, on va revoir ses barreaux. Si, ça fout un coup au moral quand même un peu. Le soir, quand on rentre, il y a un peu moins d'ambiance que le matin quand on part. C'est vrai que ça nous emmerde de retourner là-bas, mais bon, voilà, on n'a pas le choix. On se dit que c'est une journée de fête sur notre peine, et puis voilà, on se dit que c'est la dernière étape. On arrive au bout, on voit le bout du tunnel. À Brancion, il reste encore des années de travail pour terminer la restauration du château et du village. Mais à 100 km de là, une autre association, Rempart Bourgogne, termine un chantier sur une église du XIIe siècle. Longtemps fermée, l'église de Dienne-Aubigny revit depuis que Rempart a entrepris de la restaurer en 2004. Cette année, 8 jeunes volontaires travaillent sur les peintures des arcs et des chapiteaux. Le temps presse, nous sommes au dernier jour du chantier. Dans 3 semaines, l'église doit rouvrir ses portes pour la célébration d'un mariage, le premier depuis plusieurs années. Parmi les bénévoles, Émilie, 19 ans. Étudiante en biologie, elle consacre tous ses étés à l'église de Dienne. L'histoire de l'art, c'est un peu une passion qui naît au lycée. Et j'ai voulu garder un pied un peu dans l'histoire de l'art, le patrimoine. Et ça se fait à travers Rempart. Et donc maintenant, ça fait 3 ans que je suis sur ce chantier-là, ici à Dienne. Je garde la formule des stages pour les étés. Ça occupe mes étés, je fais quelque chose d'utile et je fais quelque chose qui me plaît. Laurence Blondeau, la responsable du chantier, est une ancienne bénévole de l'association. Alors ça, ce sont des pigments des terres naturelles, c'est des pigments très purs. Aujourd'hui, elle est restauratrice professionnelle et travaille pour le musée du Louvre. Quand elle est arrivée, toutes les couleurs originelles de l'église étaient masquées par une couche de peinture blanche. C'est elle qui a découvert les trésors cachés de Dienne. On ne voyait rien, tout était enduit avec ce badigeon blanc. Il y avait simplement un petit peu de rouge et un petit peu de jaune qui était visible sur une fenêtre parce que justement ce badigeon blanc était en mauvais état. Et j'ai fait des sondages sur les murs. On en voit encore les traces. J'ai dégagé le badigeon au scalpel pour voir s'il y avait de la peinture dessous ou s'il n'y avait rien en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le grand cadre sur le mur nord avec la représentation de Saint Christophe. Le Saint Christophe, le chef-d'œuvre de Dienne-Aubigny, date du XIVe siècle. Seul stagiaire à être habilité à travailler sur cette peinture murale,
Mathilde. Elle sera bientôt restauratrice professionnelle. On le fait avec beaucoup de précision, d'où l'optiviseur, qui est cette chose-là, qui nous permet de voir vraiment ce qu'on fait avec cette lame. Car c'est un travail des plus extrêmement sensible, et donc il faut vraiment contrôler notre geste. C'est vraiment, et pour ça, il faut sentir un peu la porosité de la pierre et les aspérités de celle-ci. On sent quand même le poids d'une responsabilité quand on travaille. C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce que ça doit traverser les siècles, puisqu'on restaure aussi pour les générations à venir, pour qu'ils puissent voir ça. Donc il faut vraiment garder tout ce qui est couleur, parce que c'est des éléments qui sont capitaux pour comprendre ce qu'on voit. Pas évident. Ouais. Ah, ça y est. Il était quand même très usé. Comme ici, cette zone reste à restaurer, on va mettre de la couleur seulement là où elle manque. Et pour distinguer la restauration, on fait la technique du tratteggio, qui sont ces petites hachures de traits parallèles, verticaux. On respecte l'original, on ne met de la couleur que là où elle manque, et de loin, on ne distingue pas la retouche, mais de près, on l'aperçoit. Demain, tous les échafaudages doivent être démontés. Laurence fait une dernière fois le tour du chantier. Donc, on va aller jusqu'à là, on a posé la première couche. Mais il y a des endroits, c'est peut-être pas très droit, mais moi j'ai le nez dessus, alors je vois rien. je pense qu'il va falloir retracer certains claveaux. Parce que je crois que le mortier a pas mal débordé sur les pierres, donc les pierres sont plus très visibles. Il faut retracer. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Marie-Françoise Jandot fréquente l'église depuis son enfance. Elle suit avec attention l'avancée des travaux. Bien. Laurence lui fait découvrir les restaurations en avant-première. Est-ce que vous voyez la différence? Ah bah oui, ah bah oui. Ça va changer, hein? Ah oui, ça change. Ah, ça change. Vraiment. Là, c'était tout blanc, quoi. Le Saint-Christophe, tout ça, c'était tout caché. Ah oui, le Saint-Christophe, on ne le voyait pas. Ah bah oui, oui, oui. Et puis alors, il y avait un plafond avant, juste au-dessus du linteau jaune. Ah oui, ah ben oui, c'est vrai. Et c'était blanc, alors que c'est tout démoli. On voit la charpente et tout, qui est magnifique. Ouais. Ce soir, les bénévoles de Rempart organisent un grand repas avec les habitants du village pour fêter la fin du chantier. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des cakes avec quoi? Au pruneau et lardon. Pruneau et lardon. Marie-Françoise a décidé de participer. Ils sont gâtés, hein, madame? Ah ben, faut bien un petit peu. Elles sont gentilles. Au fil des années, des liens se sont créés entre bénévoles et villageois. Ouais, ça va bien. Si, moi j'aime bien, mieux qu'un fille. Oui, moi j'aime bien. En remontant, il va vers le bois. Ah, Pour certaines stagiaires qui reviennent tous les ans, comme Mathilde, Dienne est devenue une deuxième maison. C'est une fois de temps en temps, c'est pas tous les jours. Maintenant, je les connais depuis pas mal de temps. Ça va faire 4 ans. Et donc, du coup, on a créé forcément des amitiés. Donc, voilà, tout se passe bien. Et c'est vrai que les gens reviennent, les bénévoles aussi, et la population. Et c'est ce qu'on cherche, parce que c'est aussi ça le projet pédagogique de Rempart. C'est créer justement cette vie locale, le temps d'un été. Au dîner, Émilie retrouve Bernadette qui l'a hébergée pour ses premiers chantiers à Dienne. Tu fais les 2 mois comme ça? Oui, jusque... Pas en vacances. C'est mes vacances? C'est des vacances. C'est mes vacances. Non mais j'ai pas besoin d'autres vacances, moi. T'aimes bien? Ah bah carrément. Donc pour le méchoui, je pourrais venir. Voilà. Ça va être bien, ça. Là, ça va être bien. Ah oui, ça va être chaud.
Pourquoi pas? C'est parce que comme vos enfants, on dirait. Là. Pareil. Elles sont tellement mignonnes, elles sont tellement agréables qu'on est obligé de les aimer. Hein. C'est réciproque. Elles quittent leurs parents, elles quittent leur pays. Alors donc on est là pour les réconforter. Si elles ont besoin, si... Moi, il n'y avait pas tout ce contact entre les gens. Trois semaines plus tard, les échafaudages ont disparu et l'église a retrouvé une partie de sa splendeur pour le mariage de Stéphanie et de Romain. Tout le village est réuni pour la première fois depuis 2004 et Bernadette est bien sûr au premier rang. C'est beau, voilà. C'est des belles journées. On voit que nos jeunes, ils reviennent se marier dans notre village. Ils vont habiter ceux-là dans notre village. Donc pour le village, eh bien, c'est une joie d'avoir les jeunes autour de nous quand même. L'an prochain, Laurence, Émilie, Mathilde et les autres volontaires de Rempart reviendront pour terminer la réfection des peintures de l'église. Face aux côtes anglaises, à 180 km au nord-ouest de Paris, la baie de Somme dévoile ses 7000 hectares de présalés, de marais et de plages. Classée réserve naturelle, elle fait partie des plus belles baies du monde, avec la baie d'Along, la baie de Sydney ou la baie de San Francisco. Un patrimoine naturel unique en Europe que des passionnés protègent au quotidien. Philippe Carouette est le responsable du parc ornithologique du Marcanterre. Chaque matin, avant l'ouverture au public, il observe les colonies d'oiseaux qui peuplent le parc sur la route des migrations. Ça va décoller là. Hop, ça y est. Là. Je regarde, j'observe et j'essaye d'analyser leur comportement et ensuite en déduire ce qu'ils vont faire. Par exemple, les oies cendrées, quand elles sont prêtes à décoller, elles vont lancer ce qu'on appelle un cri de décollage. C'est une intonation particulière pour prévenir l'autre membre du couple, puisque les couples sont formés pour la vie, ou le reste de la famille, ou le reste du groupe, qu'un certain nombre d'individus sont prêts à décoller. Les autres vont répondre. Si la réponse est positive, tout le monde va décoller ensemble. Si certains individus ne souhaitent pas décoller, le groupe va rester au sol et va attendre. Là, on voit bien le mâle d'oie cendrée là, qui a envie de décoller, qui hoche la tête. La femelle à côté, elle n'a pas l'air très motivée pour décoller. Elle regarde dans l'autre sens, elle ne s'est pas mise dans le sens du vent. Voilà, et bien il décolle quand même. Ça, c'est quand même assez rare. Ça, c'est un comportement que j'ai quasiment jamais vu. Hop, il y a un autre couple qui décolle. Voilà, là, on est dans l'interrogation. Là, je ne comprends pas pourquoi il a décollé. Et puis il est vraiment parti. Elle est restée toute seule, elle a l'air un peu perdue. Ils sont disputés, vous croyez? Ouais, elle peut être encore en fin de nuit. Donc l'oiseau a beaucoup de mal à décoller. C'est marrant ça. Et la manière dont il marche à la Aldo Machon, c'est... Moi je suis sur un grand livre, on tourne les pages et comme tous les enfants, on est pressé de voir la prochaine image. Et moi c'est pareil, c'est la prochaine saison qui va m'intéresser, c'est le prochain comportement. C'est la prochaine attitude, c'est des comportements ou des cris que je ne connais pas. Je suis un éternel étudiant. Un peu plus loin, Philippe a repéré un groupe de cigognes en provenance d'Europe du Nord qui se repose avant de continuer sa route vers l'Afrique. Là, on entend les cigognes qui claquettent ou qui craquettent. Hein. À cette époque-ci, c'est pas lié à la reproduction, c'est plus de l'agressivité vis-à-vis d'un oiseau qui est posé à côté. Ça peut être au printemps attirer un partenaire sur le nid.
chaque claquement de bec correspond à un comportement bien particulier. Alors là, on est en plein départ pour l'Afrique, puisque les cigognes qui sont nées chez nous sont déjà dans les Pyrénées-Atlantiques et en Espagne, et vont rejoindre la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Mali. Donc des grands voyages, et nous, on voyage avec eux grâce aux bagues et puis grâce à notre imagination. On entend le magnéto, là, on entend les chants d'oiseaux, donc ce n'est pas les oiseaux qui chantent naturellement, c'est un magnéto qui permet d'attirer les espèces autour du filet. 2 fois par mois, Philippe Carouette capture des oiseaux pour étudier l'impact du réchauffement climatique sur leur migration. Alors là, on a l'exemple même avec un mâle de fauvette à tête noire. Cette espèce hiverne de plus en plus en Angleterre, alors que normalement, la majorité des fauvettes à tête noire qui nichent en Europe du Nord vont passer l'hiver dans le sud de l'Espagne, dans les orangerais du sud de l'Espagne. Et les ornithologues anglais se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus de fauvettes à tête noire qui hivernent chez eux, plusieurs milliers. Grâce au bagage, ils se sont rendus compte que ces oiseaux venaient d'Allemagne. Donc les fauvettes à tête noire qui naissent en Allemagne vont faire à peine 1000 km pour aller jusqu'en Angleterre, au lieu de faire 2000-2500 km pour aller en Espagne. Donc c'est vrai que la baie de Somme et le parc du Marcanterre sont des lieux stratégiques pour le suivi du changement climatique par rapport à l'évolution des espèces d'oiseaux. Il faut des couillons un peu. Non, pas de couillons vélo. On a dû en faire 3 ce matin. Avec un bagueur professionnel, Philippe forme des jeunes bénévoles à l'observation du comportement des oiseaux. C'est quasiment que de la charbonnière. Ouais, on a dû faire 2 bleus, 2 épées. Mais Alors que l'année dernière, les bleus étaient arrivés beaucoup plus tôt. Premier travail pour les apprentis ornithologues, peser, mesurer et déterminer l'âge des oiseaux avant de les baguer pour suivre leur déplacement. Des études menées en liaison avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. tu regardes le contraste entre les grandes couvertures internes qui sont muées, qui ont un liseré qui est plutôt verdâtre, et les grandes couvertures externes qui ne sont pas encore muées, qui ont un liseré qui est plutôt marron. Donc 1 an. Donc première année, 1 an. Aude et Camille sont étudiantes en BTS Gestion du patrimoine. 7-7. Elles veulent devenir guides nature et travaillent déjà plusieurs jours par semaine bénévolement pour le parc. En baguant, voilà, on étudie, mais aussi en transmettant notre savoir donc, aux visiteurs du parc, aux groupes d'enfants, etc. Je pense qu'on pose une pierre pour la défense justement de notre environnement en fait. Comme on informe ces gens qui ne connaissent pas forcément la nature, on peut penser que par la suite, connaissant elles-mêmes ces oiseaux, elles penseront à les protéger. Donc quand on bague, c'est avant tout une source d'information, même sur des espèces, entre guillemets, avec des énormes guillemets, banales. Il n'y a pas d'espèces plus intéressantes ou moins intéressantes que d'autres. C'est-à-dire que certaines années, même quelqu'un qui a un jardin peut constater qu'il a des dizaines et des dizaines de mésanges charbonnières dans son jardin, et l'année d'après, il en a moins. Donc ces petites mésanges charbonnières qu'on a l'hiver, autour des mangeoires par exemple, peuvent être des oiseaux locaux de la région, mais ça peut être aussi des oiseaux qui peuvent venir d'Estonie, de Pologne, de Russie, d'Allemagne. Et on se constate souvent que des espèces assez communes, eh bien c'est là où on a le moins d'informations. Parce que c'est parfois négligé au niveau scientifique, alors que notamment ces espèces-là sont très intéressantes parce que souvent ils vivent proches de l'homme, donc ils sont indicatrices de la qualité de notre environnement. Ouais, 15. Il est pas lourd, Pépère. Il est pas lourd. Jusqu'au XIIIe siècle, la mer recouvrait toute la baie de Somme. Les digues, canaux et polders construits par les hommes ont progressivement comblé l'estuaire. Aujourd'hui, les vasières, les zones sableuses qui disparaissent sous l'eau à chaque marée haute, sont de plus en plus restreintes. Elles font place aux herbages, que l'on appelle ici les molières. C'est le domaine des fameux moutons de Pré-Salé. Roland Mointrel est l'un des 4 bergers de la baie. Aujourd'hui, comme tous les jours de mars à décembre, il emmène ses 1500 bêtes sur les molières. C'est là. C'est ici.
Viens là, Belle. Viens là. Fils et petit-fils de berger, Roland a commencé à garder les moutons adolescents. Non, non, Belle. Viens là. Il parcourt plus de 20 km par jour avec son troupeau. Viens, stop. Viens ici. Viens. Viens là. Bah ici, c'est des pâturages qui sont couverts par la mer pendant les grandes marées. C'est une herbe spéciale, c'est pas une herbe traditionnelle comme dans les pâtures traditionnelles, si vous voulez. C'est une herbe qui résiste au sel quand la mer monte, qu'elle se dépose dessus. L'herbe ne meurt pas. Tandis que dans une prairie traditionnelle, l'herbe, elle est morte, si vous voulez. Et c'est ça qui donne une couleur spéciale à la viande et un goût spécial par rapport à un mouton traditionnel, si vous voulez. Dans ces paysages uniques, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Oui, déjà d'être dans la nature, c'est primordial. Et puis, dans la baie comme ici, c'est toujours changeant, vous n'avez jamais le même paysage, selon un rayon de soleil, le temps qui se couvre, un peu ça. C'est toujours variant, il faut apprécier la nature, c'est principal. En baie de Somme, les moutons traversent les rivières et les canaux à marée basse. Viens là. Un trajet souvent périlleux. Ce matin, 2 brebis se retrouvent prises au piège dans une vasière. Comme la marée va arriver, la mer, ça monte très vite quand ça arrive, selon les vents et puis les coefficients de la mer. Alors il faut faire vite pour les sortir avant que la mer elle monte et après ils sont noyés. Ils sont recouverts par l'eau et puis c'est fini. Pour dégager les brebis, l'opération est délicate. Les moutons s'épuisent et il ne faut pas les blesser. Lâchez mes potes. Chaque année, Roland perd plusieurs bêtes par noyade. Lâchez mes potes. Ouais. Après plus d'un quart d'heure d'effort, les brebis sont sauvées. J'ai déjà vu un collègue qui il est resté enlisé comme ça, seul. Bon, il a appelé son fils et lui l'aider à... Il était mal pris dans la vase comme ça. Des fois, il faut mieux laisser noyer le mouton et puis essayer de se sauver. Là, la mer, dans un quart d'heure, elle est passée dans le courant ici. C'est le courant principal qui vient du Crotoy, si vous voulez. Enfin, François Bizet est propriétaire d'une partie des brebis que Roland surveille. Il lui rend régulièrement visite. Ouais, les brebis, ça va? Avec l'association d'éleveurs qu'il préside, François Bizet a bataillé et obtenu en 2007 l'appellation d'origine contrôlée pour les moutons de présalé de la baie de Somme. Un label nécessaire pour préserver un savoir-faire ancestral. On est né avec un mouton dans le ventre, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des moutons en baie. Hein. Si on a eu une appellation d'origine contrôlée, c'est parce qu'on a retrouvé des traces d'élevage à partir du XVIe siècle. Et puis nous, il y a toujours eu du mouton dans les fermes ou dans les exploitations agricoles. Et ben, nos vacances, on les passait à donner les biberons aux agneaux, à aider nos parents à leur donner à manger, à s'en occuper. Donc c'est vrai que c'est une passion. Hein. Et ça a redonné un plus économique qui maintenant nous permet d'en vivre. Est-ce que c'est peut-être aussi la suite logique aussi un peu de nos élevages, quoi. C'est soit les transmettre à nos enfants ou à nos neveux ou alors après des jeunes extérieurs qui seront passionnés par cette vie-là. Et puis, parce que du jour où un troupeau disparaît, de toute façon en baie on ne peut plus le recréer, c'est impossible. On ne peut pas racheter 200 brebis à l'extérieur dans une troupe de plaine et la ramener en baie. Il faut que les animaux soient habités au milieu, aux herbes marines, à cette vie en plein air, quoi. Donc si déjà on arrive à transmettre notre savoir-faire et cette façon de vivre, c'est important, quoi.
Une fois par mois, à l'occasion des grandes marées, la mer recouvre une grande partie des présalés de la baie. Et 2 fois par an, comme ce matin, pour les marées d'équinoxe, la baie est entièrement recouverte. Ces jours-là, Philippe Carouette, le responsable du parc du Marcanterre, est sur le qui-vive. L'eau sera là, tout ça sera recouvert, ce que nous on appelle les molières, c'est-à-dire les présalés. Ça va être complètement recouvert par la mer. L'eau va monter jusqu'à mi-hauteur des digues qui sont en face de nous. On est entouré de digues, la côte Picarde, depuis le début du Moyen-Âge. Nous ne sommes pas des marins, nous sommes des terriens. L'homme a toujours voulu gagner des terres sur la mer pour faire des terres agricoles avant tout. Donc c'est une des raisons de l'ensablement de la baie de Somme, tous ces digues qui ont été faites et qui ont réduit l'estuaire de la Somme à 70 km², alors qu'à l'époque romaine, il y avait plus de 200 km². Le niveau d'eau monte dans les canaux de la réserve. Un moment important pour Philippe, qui en profite pour remplir le garde-manger du Marcanterre. Alors, en pleine grande marée, on fait rentrer de l'eau salée sur l'ensemble des lagunes du parc. C'est faire rentrer de l'eau, mais surtout faire rentrer de la nourriture, des crustacés, des mollusques, des larves, qui vont s'implanter dans ces lagunes et qui vont servir de nourriture aux petits échassiers, aux limicoles, qui se nourrissent de ces crustacés. Philippe est en première ligne pour constater l'ensablement inexorable de l'estuaire. Et depuis quelques années, une nouvelle intruse menace la baie. On voit ces grandes étendues de sable qui sont retenues par cette plante qui s'appelle l'aspartine, qui est une plante invasive, une plante américaine. Lorsque le flux monte, il amène des quantités astronomiques de sable, 2000 tonnes de sable par jour dans la baie de Somme. Et cette plante, elle empêche le sable de repartir à marée descendante ou alors d'être entraîné par le vent vers les dunes intérieures. Donc c'est un accroche-sable qui accélère l'ensablement de la baie de Somme. On change de pays, le temps de faire 2 pas. On est sur le pays où la vase est encore présente, où les petits crustacés, les vers marins sont encore présents. Et juste à côté, on voit il y a un petit décalage. Tout de suite, hop, le sable monte, l'aspartine s'installe. Le sable est plus important que la vase. Donc ça y est, l'aspartine gagne. Et l'ensablement de la baie gagne une nouvelle bataille. Donc cette frontière, elle est mouvante. Demain, c'est-à-dire dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, eh bien, si on ne fait rien, l'aspartine sera de nouveau sur ces espaces-là. À 20 km au nord de la baie, l'ancienne abbaye cistercienne de Valloire. Fondée au XIIe siècle et reconstruite au XVIIIe, elle dévoile la splendeur de ses 5 jardins. 5000 espèces de plantes comestibles et médicinales rappellent le savoir-faire des moines. C'est beau ici, dis donc. Oh, c'est très beau ça. Oh là là. Ce matin, un visiteur d'exception venu de Suisse parcourt le parc de l'abbaye. François Couplan, spécialiste des plantes sauvages, répond à l'invitation de l'association des cuisiniers de la baie de Somme. Quoi voir et quoi manger. Botaniste, il se bat pour que l'on redécouvre le plaisir d'utiliser les herbes et les végétaux oubliés en cuisine. Les plantes sont des êtres vivants, elles ont des tas de choses à nous raconter si on sait les écouter. Les écouter, ça ne se fait pas forcément avec les oreilles, pas tellement d'ailleurs, mais surtout avec tous nos sens, c'est-à-dire en les touchant, en les sentant, en les goûtant, bien sûr, quand elles ne sont pas toxiques. Et puis, on va cueillir un certain nombre de plantes et on va les préparer d'une façon suivant les moyens du bord, suivant les ingrédients dont on disposera, suivant les lieux où on sera, suivant nos envies aussi. On va voir ça. C'est ça que j'aime bien parce que c'est toujours une surprise. C'est que toujours on trouve ce dont on a besoin.
C'est ça qui est absolument fabuleux, c'est que on n'a pas justement... Guidés par François Couplan, les chefs vont commencer par parcourir le domaine de Valloire à la recherche de plantes qu'ils cuisineront tous ensemble le soir même. On a la salade là pour ce soir. Ouais, d'accord. D'accord? Allez, on y va. Alors là, on peut cueillir, vous avez des sacs, vous avez de quoi faire? Ouais. Allez hop, on y va. Ça serait pas mal. On a que les sacs, on n'a pas les ciseaux. J'ai mon opinel paléolithique. Donc voilà, cette plante s'appelle la stellaire moyenne, Stella, parce que, vous voyez, ça forme une petite étoile. Cette espèce a une ligne de poils au milieu de la tige. Et celle-ci, c'est nettement la meilleure. Une ligne médiane sur la tige. Ouais. C'est vrai que le fait de le goûter ce soir et pouvoir le mettre sur la carte des restaurants d'ici quelques semaines, ça va quand même être assez passionnant. Et sachant qu'il y a très peu de plantes qui sont toxiques, le but c'est de connaître toutes les toxiques afin de pouvoir cuisiner les 80% d'autres qui sont passionnantes à cuisiner. Cuisinier de l'abbaye, Ludovic Dupont est à l'origine de la venue de François Couplan. Je t'aide ou je t'aide pas? Un peu croissonné, non? Ah non, je suis pas d'accord. Non, cressonné, ça serait un petit peu piquant quand même. Ouais, non, c'est doux, ça pique pas là. Ça, c'est une des plantes les plus fabuleusement extraordinaires qui soit. Et si vous avez la curiosité de goûter la plante, ou peut-être le pétiole. Ouais, égopode, mettez égopode. C'est un légume aromate, quoi. On peut faire vraiment des tas de choses très très chouettes avec. Qu'est-ce que vous me diriez? C'est bon. C'est vraiment un excellent légume. Et on peut en faire mais toutes sortes de choses. Une chose que j'aime bien faire. Alors, vous voulez du simple? Gratin dauphinois à l'égopode. Ah oui. Alors là... Tous nos plats de céleri, on a aromatisé entre autres avec le céleri classique, mais maintenant on va l'aromatiser avec l'égopode. Exactement le céleri, tu vois. Ça a un certain goût quand même. C'est vrai que ça on pourrait l'accommoder avec des moules ou autre. Tiens. Ah ouais. Ça on pourra se le faire. C'est un cynorhodon, c'est-à-dire le faux fruit d'une rose, d'un églantier. Donc ça c'est d'une richesse mais absolue en vitamine C. On cuisine un petit peu tous les cynorhodons de la roseraie et c'est vrai que culinairement parlant c'est intéressant, mais on fait surtout des confitures avec. C'est ça qui est extraordinaire chez les plantes sauvages, c'est qu'il y a une palette de saveurs, mais quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on ne retrouve absolument pas dans les plantes cultivées. De toute façon, il n'y en a pas le même nombre. En Europe, j'ai dénombré 1600 espèces différentes de plantes sauvages comestibles. Bon, écoutez, on a déjà fait un... En quelques secondes, la leçon de botanique se transforme en cours d'histoire. Nos ancêtres, ils connaissaient toutes les utilisations des plantes. Nous, on réapprend, on a oublié. Pour des raisons qui sont très précises d'ailleurs. On a oublié parce que au Moyen-Âge, la société féodale a été clivée en deux. Vous aviez les gens qui étaient sur le dessus du panier, qui cherchaient à se différencier du gros de la masse par l'habitat, par l'habillement, par la langue et par l'alimentation. Et au niveau alimentaire, c'était de la viande, des produits raffinés, et puis tous les fruits et légumes qui provenaient d'origine exotique, qui provenaient de toutes les expéditions qui finançaient à travers le monde. Et évidemment, faire pousser des haricots verts, c'est plus difficile que d'aller ramasser des plantes sauvages. Donc si on mange des haricots verts, c'est un symbole de statut supérieur, parce que ça veut dire qu'on a les moyens de payer quelqu'un pour cultiver pour soi. Et à l'heure actuelle, en 2010, par là, la biodiversité de notre assiette, elle est un petit peu pauvre. Mais voilà, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on met l'accent sur la viande autant que ça, quoi. Et même dans les massifs du jardin à la française, le botaniste trouve de quoi manger. Ça, c'est du sédum reprise. C'est une super salade. Croquant, rafraîchissant, juteux, acidulé. C'est bon contre les brûlures, puis c'est très adoucissant, quoi, vraiment. Dès qu'on a une irritation, ça soulage immédiatement. Quand on est dans la vie de tous les jours, dans notre cuisine, on ne pense pas forcément à tous ces produits qui sont autour de nous et qu'on ignore totalement. Donc ça fait du bien justement d'avoir des spécialistes comme François qui sont là pour nous ouvrir les yeux un peu sur toute la nature qui nous entoure. Après les jardins de l'abbaye, la découverte continue dans la forêt de Crécy. Là, il y a les plantes que je cherchais, il y a toutes les plantes que je cherchais. Et je suis content. Tout à l'heure, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je voudrais trouver de la benoîte urbaine, je voudrais trouver de les pierres des bois. On a fait un tour, là, on trouvait rien du tout. Je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois? D'abord des pierres des bois. Ah, chouette, tant mieux. Et puis ensuite, celle-ci, là, la benoîte urbaine. Là, regardez, il y en a tout plein, là. Il faut bien arracher les racines jusqu'au bout, parce que ce sont les racines qui sentent bon.
Fin du parcours, après 6 heures de marche, François Couplan, le botaniste, découvre enfin la baie. C'est la baie de Somme? Oh, comme c'est beau. Ça commence où, ça finit où? Ah bon? Dans le parc du Marcanterre, une nouvelle végétation attend les cuisiniers. Des plantes typiques du climat de bord de mer. Vous connaissez l'argousier? Tout le monde l'a goûté déjà? Vous connaissez? Ouais, mais bon, je vais bien reprendre une petite dose de vitamine. Ah oui, c'est toujours agréable. 500 mg de vitamine C, 10 fois plus que les oranges. Ah, parce que c'est vrai que ça a vraiment beaucoup de goût et il n'y a pas besoin d'ajouter grand chose avec ça. En dessert peut-être? Ouais. Faire quelque chose. Ouais, même si on peut faire un petit coulis, ou bien si on peut tenter pas mal de choses. On peut tenter notre glace, je veux dire aussi. Vous venez voir la consoude? Oui. Et, vous voyez, ces feuilles, on les met dos à dos. Voilà. On trempe dans une pâte à crêpes, et puis ensuite on passe à la poêle d'un côté et de l'autre. Un petit peu de sel, et c'est un goût de filet de sole. C'est une merveille ce coin. Hein. Puis alors il y a de quoi manger. Attends, j'arrête pas là. Je crois qu'on va même pas avoir besoin de faire la cuisine ce soir. Moi j'ai plus faim. Hein. Entre les salicornes, les arroches, les soudes, les obionnes. Différentes espèces d'arroches d'ailleurs. Les astères. La cueillette continue sur les Molières pour récolter les derniers ingrédients du repas du soir. Là, on est en train de ramasser des oreilles de cochon, astère maritime, non, mais le nom plus courant dans la région, c'est quand même les oreilles de cochon ou les feuilles, on appelle ça aussi. Ça peut très bien se manger en salade ou cuit mais légèrement croquant, quoi. Et c'est vraiment on peut servir ça avec un poisson, une viande. On fait nous suer ça dans un petit peu de beurre, huile d'olive et ça cuit très très vite. On mange ça croquant et ça se marie très bien avec l'agneau de présalé, par exemple, qui est l'agneau local par excellence. Donc avec une AOC, on peut très bien servir une poêlée d'oreilles de cochon et ça va très très bien. Et justement, là, comme on a de l'aubion à côté, donc ce soir on va pouvoir... Ah, c'est bien l'aubion, j'adore ça. On va pouvoir l'accommoder justement avec une petite vinaigrette. Ah ouais. Ça c'est une cousine de la betterave, ça. Nous, on connaît que les plantes de base, mais vraiment François nous apporte une inspiration complémentaire et justement pour nous, ça va nous ressourcer pour les expériences futures et puis l'amélioration de notre cuisine locale. Au cœur de la baie, la hutte des 400 coups. La plus belle des 150 huttes de chasse traditionnelles de la baie de Somme. C'est ici que le groupe a décidé de s'installer pour cuisiner les plantes récoltées dans la journée. Bon ben voilà la hutte, François. Ah oui, c'est chouette ça. Donc là, c'est formidable. Il y a le coin cuisine et puis il y a le salon où on va pouvoir manger ce soir. Donc ça a été construit par un vicomte assez fortuné qui aimait la chasse. Ah ouais. Et ça se voit parce que c'est une des plus belles huttes de la région. Hein. Ouais, et puis ça marche même l'hiver alors. Ah ouais, ouais. Bah là, il y a le godin où on peut faire réchauffer la soupe. Ah, c'est bien fait quand même. Ou après la chasse, il y a moyen de se poser tranquillement. Hein. Ah, dis donc, les grands, ils doivent se cogner la tête là. Ah oui, d'accord, je vois, ouais. Ah ouais, et puis alors là, il y a une petite pièce là. Donc là, il y a 2 chambres. Donc là, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a une super vue sur tous ces oiseaux, les canards et puis le gibier en règle générale, parce que ici, c'est quand même une maison de chasse. Rendez-vous tout de suite parce que là, il faut sortir les fruits de sorbier, déjà, les gopodes. On va commencer par ça. Voilà. Là, il y a de l'égopodes à poêler. Mais ça sent bon d'ailleurs, c'est les fruits de sorbier des oiseleurs qui sont en train de crever là-dessus, qui vont aller dans le chutney qui commence à fondre ici. Donc ça, maintenant, on peut l'arrêter. D'accord. Hein, on va le mixer, passer au chinois, et puis on va ajouter, et puis on va laisser compoter tout ça. Là, tant qu'à faire, si tu as un couvercle, il faut carrément le... Ouais, j'ai un couvercle. Ça, tout le plantain est là.
Sous la houlette de François Couplan, 2 heures de préparation avant de passer à table. Il va y avoir la sauce oxalis, on fera à la fin. Comment on va l'assaisonner alors? Ça, avec la petite vinaigrette qui va faire là. Voilà. L'oxalis. Voilà, l'oxalis. D'accord. Thierry, tu pourras donner une bouteille de vin blanc, s'il te plaît? Alors on va commencer donc par un Schweppes sauvage. Donc un apéritif au sorbier des oiseleurs. Santé, à votre santé, à tous. Au menu, salade de stellaire et sa vinaigrette à l'obione, canard farci à l'égopode, chutney de sorbier de l'oiseleur avec sa sauce à l'oxalis et glace au potiron parfumé au jus d'arbousier. Tout au long de l'année, quelle que soit la saison, Philippe Carouette ouvre le parc à 8 heures. Un moment privilégié. C'est tous les matins une invitation à la nature parce que c'est une découverte du lieu. Chaque jour est différent, chaque instant est différent. Et c'est vrai que le matin, quand les visiteurs ne sont pas là, ça permet de prendre le pouls du site. Même s'il y a 22 ans que je suis sur le site, chaque matin c'est une rencontre. Ça va, tout se passe bien? Ben ça va. Aujourd'hui, avec son équipe de guides nature, Philippe reçoit des visiteurs un peu particuliers. Un groupe de non-voyants. On pourra peut-être, ça sera la surprise, relâcher des oiseaux baguets avec eux. Hein. Là, vous êtes en baie de Somme. Gaël Liénard a mis au point un parcours auditif du parc destiné aux aveugles. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble tous donc la journée qui s'appelle Au fil des sens. Isabelle et Bernard vont pouvoir ressentir l'univers de la baie de Somme pour la première fois. Du tapis, voilà. C'est assez moelleux. On peut peut-être remettre les casques, parce que là, il y a un pic noir qui joue à cache-cache dans les pins. Avec des micros très puissants, Gaël leur fait d'abord découvrir le chant des oiseaux de la forêt. Contact, différents passereaux. Donc toujours des petites mésanges. Mésanges. C'est impressionnant parce que on croirait qu'ils sont vraiment à côté tout près, à côté de nous. Alors, ça a été assez impressionnant. On a eu l'impression que la petite mésange était presque posée sur notre épaule ou juste à côté de nous. C'est fort. C'est impressionnant parce que des oiseaux, pour moi, c'est très haut, donc on ne les voit pas. Mais les entendre tout près, c'est merveilleux. Vous voyez clair, vous êtes au théâtre, vous regardez une scène. Nous, on est au milieu de la scène. C'est comme ça qu'on perçoit les choses. Arrivé à l'orée des dunes, changement d'ambiance. On arrive à un point de vue. Le son n'est pas le même. Le son n'est pas le même. Peut-être que tu entends plus d'écho, de... Comment vous percevez l'espace là? Le bruit est derrière moi. Oui. Ouais. Très, très vaste, très vaste, très vaste. Face à nous, il y a une grande prairie. Avec ma parabole, je vais balayer le paysage. Canard, des mares, des marais. On entend les oies cendrées aussi. On entend même les canards qui font leur toilette. Est-ce que vous entendez? Et pour leur faire percevoir les reliefs du parc, Gaël a imaginé une méthode plutôt originale. Alors Bernard, je prends donc ta paume de main. Avec ta main droite, tu tiens une rambarde. Donc on va imaginer que la rambarde se trouve à peu près ici. Et puis derrière, n'oublions pas qu'il y a tous nos pins là, tous nos pins corses. Plus sur ta gauche, ici, tu as une immense prairie. Qui est naturelle ou... Alors, c'est 200 hectares. C'est un espace artificiel créé par l'homme. Voilà. Ce qu'elle a dit Gaëlle, c'est comme des portions, des petites portions qu'on peut se représenter dans la main. On n'a pas besoin de trop d'espace, de trop de détails. De trop de détails. Ça, c'est ce qui nous aiderait le moins. J'ai encore du mal à imaginer la grandeur. C'est sûr. J'arrive pas, même à la main et essayer, je ne peux pas. Faut être sur le terrain, j'arrive pas. Ah, on entend les canards. Depuis la création du parc en 1973, les visiteurs évoluent au plus près des oiseaux. Et puis la cigogne, elle appartient à la même famille que le héron cendré.
Un peu plus loin, Isabelle et Bernard retrouvent Philippe Caruette, qui leur a préparé une surprise. Ils vont relâcher un canard sauvage qu'il vient tout juste de baguer. Donc pour l'instant, ils sont dans des sacs de transport, ce que nous on appelle des pochons. C'est des sacs en toile, mais ils ne voient pas du tout à l'intérieur. Comme ça évite le stress et qu'ils dépensent de l'énergie aussi. Hein. Il est dans le sac. Voilà. Ça, c'est ses pattes, c'est les griffes au niveau des pattes qui griffent le sac. Hein, oui, il a sûrement aussi peur que moi. Tant qu'il est dans le sac, c'est là où il a le moins peur. Ah oui. Parce qu'il ne voit pas son entourage. Et dès qu'on va le sortir du sac, là, il va y avoir toute la nature autour de lui et c'est tout de suite partir le plus vite possible. Son instinct de survie. Voilà, c'est son instinct de survie. Fort en descendant. Voilà. Okay. Là, on est au bord de l'eau. On va s'accroupir tous les deux. Hop, sac, hop, le voilà. Et oui, c'est bien un jeune mâle. Voilà la tête. Voilà, donc en déplaçant la main un petit peu, on va retrouver sa bague. Alors ce qui est important, c'est les 2 pouces sur le dos, comme un prédateur qui tombe sur son dos. Donc ça va le calmer. Je ne sais pas si tu arrives à sentir un peu le cœur. Je sens. Ouais, ça, c'est génial. Ça. Oui. Ça y est, j'ai entendu sur ma gauche des battements d'ailes de canard et je suppose qu'il regarde par là. Voilà, il y a d'autres colverts posés, il y a des foules. Et il est complètement attentif, il est hyper attentif. Je le sens. Ça, c'est rare. Il y a très peu de personnes qui, quand je bague des oiseaux, qui ont je ne vais pas dire un 6e sens parce que c'est un vrai sens, de faire la communion entre l'oiseau et l'homme. Et une des meilleures communions, c'est de sentir parfaitement l'oiseau dans les mains. Voilà, donc moi je commence à enlever mes mains. Voilà, maintenant c'est toi qui es aux commandes. À 3 ? À 3, oui. 1, 2... Bonne impulsion. 3. Il n'a pas dévié vraiment. Non, il est parti en face. Et puis il atterrit dans l'eau. Là, il est en train de boire un coup. Ah oui, parce qu'il avait chaud dans le sac. Tout à fait. Et puis, moi aussi, je vais peut-être donner un peu de chaleur. Et il va repartir voir les copains à gauche. Je sais pas, dans mon imagination, je vais écouter. Quand je reviendrai, écouter et puis dire, ben voilà, il va me dire, j'ai fait ci, j'ai survolé. J'ai peut-être fait le tour du monde. Et comme je n'aurai pas la chance de le faire, donc il va me raconter ça à sa manière. À quelques kilomètres du parc naturel, au nord de la baie, le village du Crotoy. De l'autre côté de l'estuaire, l'ancien port de pêche de Saint-Valery-sur-Somme est accroché à la seule falaise de la baie. Une ville tournée vers la mer, au patrimoine multiple. Dans la partie haute, la cité médiévale, avec ses remparts, ses tours et ses maisons à colombage. Un peu plus bas, la rue des pêcheurs, puis le quai, où habitaient les riches armateurs au XIXe siècle. Enfin, le long de la promenade, les maisons de villégiature construites après 1900. Jean-Pierre Douchet est propriétaire de l'une de ces maisons classées à l'inventaire du patrimoine balnéaire. Les premières maisons ont été construites une cinquantaine d'années après la poldérisation. Et quelques Parisiens ont construit des petites villas qui étaient construites en bois au départ, en fait, qui n'étaient pas très importantes. Et petit à petit, ça a attiré un peu de tourisme, le début du balnéaire, début de siècle. Et la plupart des maisons ont été construites entre 1900 et 1930, celle-ci étant la dernière de cette époque balnéaire, début de siècle. Beaucoup d'architectes se sont inspirés un peu des maisons locales, donc ces damiers de silex, ce mariage silex et briques. Bon, ici, ils ont mis plutôt pierre et briques parce que c'était la fin, donc le silex commençait à être un peu difficile à travailler. Ils ont quand même voulu rappeler cette période, donc ils ont fait certaines parties de l'aménagement quand même en silex et briques. Et donc,
on a l'escalier qui descend au jardin. Donc l'escalier a été fait, pour rappeler cette époque, en silex. Mais ils ont quand même taillé ces silex qui viennent des falaises, bien sûr. Quand la maison a été classée il y a quelques années au patrimoine balnéaire, l'architecte nous a dit surtout cet escalier, vous n'y touchez pas parce qu'il est vraiment représentatif d'une époque, quoi. L'intérieur de la maison réserve d'autres surprises. En découvrant cette maison il y a une douzaine d'années, on a commencé par enlever les moquettes poussiéreuses et on s'est aperçu que cette pièce avait été planchéiée en chêne à l'ancienne, c'est-à-dire posée sur du sable et du goudron, comme on faisait, comme il y a des parquets au château de Versailles d'ailleurs. Et ça permet d'avoir un parquet qui n'est pas sonore et qui est très confortable en fait. Pour les propriétaires des belles maisons de Saint-Valery, l'héritage des années folles n'est pas toujours facile à conserver. Les fenêtres sont d'origine 1930, donc vous imaginez avec une façade nord, des vieilles fenêtres en bois qui commencent à être fatiguées. On a eu des tas de devis, et puis il y a des gens qui veulent nous mettre du plastique. L'architecte des bâtiments de France a poussé des cris, j'ai cru qu'elle allait friser la dame. Et puis elle nous a dit du bois, et puis après elle nous a dit mais ça serait bien que ça soit fait en noir, et puis on s'est quand même senti un petit peu... Bon, on voulait l'améliorer pour qu'elle soit confortable, mais bien sûr, il faut quand même la laisser dans son jus, parce que ça représente une époque. Et c'est assez difficile, parce que c'est pas évident de joindre l'utile, l'agréable, le beau, et c'est un travail. Aujourd'hui, un programme de protection et de réhabilitation de Saint-Valery est lancé. Première étape, recenser les couleurs et les matériaux typiques de la cité. C'est le travail de l'équipe d'André Brunel, architecte en chef des monuments historiques. Première étape, le quartier des pêcheurs. C'est un tissu urbain qui est très particulier dans la ville, parce que d'abord on est à flanc de colline, et naturellement on doit avoir une architecture de matériaux relativement simples. Alors parfois peut-être du pan de bois, comme cette maison qui est là, avec un enduit dessus, ou alors c'est quasiment une construction en briques. Alors les menuiseries aussi ont beaucoup évolué. Il y a des menuiseries qui sont en bois avec des grands cadres, alors qu'on devait avoir des petits bois, comme par exemple aussi celle-ci. La lucarne, qui est jolie parce qu'elle traverse la corniche, alors ça apporte une cassure dans le volume. Et malheureusement, ce qu'il faudra voir ici, c'est aussi les matériaux de sol, parce que ça perturbe beaucoup le bitume. Alors on a conservé encore les caniveaux. Voilà, les caniveaux. Través. Et puis les seuils à chaque fois qui sont là. Donc là, il y aura un travail à proposer aussi à la collectivité. Alors, naturellement aussi, ce qui sera à voir, ça c'est un problème qui... L'enfouissement de réseau. Donc voilà, les réseaux qui sont quand même assez perturbants. Ils font beaucoup de toiles d'araignée. Ouais. Et puis le mode d'éclairage qui est peut-être maintenant un peu vieillot, qui sera à revoir. Sur le mode d'éclairage, pour mettre cette rue magnifique en valeur, ça serait quoi les préconisations ? Déjà, je pense qu'on est sur une partie où l'éclairage n'a pas la dimension de la rue, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà rabaisser, probablement réduire la taille des luminaires, et donc trouver quelque chose de chaud, de doux, un petit peu plus répétitif, plutôt que d'essayer de faire du rendement en mettant un mât tous les 20 mètres en béton. À l'époque où la pêche en baie de Somme était florissante, les pêcheurs peignaient d'abord les coques de leurs bateaux, puis utilisaient les fonds de peau pour décorer de la même couleur les façades de leurs maisons. Une particularité qui intéresse Vanessa Lehner, la coloriste. C'est vrai que là, on arrive à retrouver un indice de ces pratiques qui avaient de la couleur à la fois sur le bateau et à la fois sur la maison du pêcheur. On a affaire là, à une population il n'y a plus beaucoup de pêcheurs à Saint-Valery. Mais par contre, les maisons restent bien en place. Ce sont des maisons qui ont appartenu à des pêcheurs. Sans doute, certains propriétaires sont encore issus de familles de pêcheurs et ils ont gardé en eux, on va dire, des pratiques de la couleur qui émanent de décennies. Donc c'est peut-être plus du goudron aujourd'hui, mais par contre, on en voit encore la couleur, le noir. Tu vois, en fait, ces gens, ils habitent une toute petite maison. Ouais. Et donc, comme ils n'ont pas de jardin, et ils mettent leur jardin dehors, devant la façade. Ce sont des jardins, une sorte de jardins suspendus. Voilà. Babylone. C'est Babylone, presque. Quelques rues plus haut, au-dessus du quartier des pêcheurs, dans la cité médiévale, Saint-Valery-sur-Somme prend d'autres couleurs. Par rapport à la façade de l'église, on a brique
et puis silex, alors que de l'autre côté, on avait brique et puis... Pierre silex. Pierre silex. C'est super beau, là, il y a un rajout, une sorte d'œil de bœuf, là, avec le grès qui contraste, c'est super beau. Oui. Alors là, c'est pareil, parce que là, il y a une chose qui était étonnante concernant le joint, c'est que là, le joint, il est tiré au couteau, et en retrait à chaque fois sur l'arrêt de la brique inférieure. Où on voit les argiles, le silex, le calcaire. Donc tout ça, c'est un échantillonnage qui nous permet ensuite de faire un diagnostic de la couleur et des matériaux du patrimoine bâti de Saint-Valery. Donc ici, c'est vrai qu'on a un très beau spécimen graphique et chromatique. Donc c'est un élément qu'on va évidemment prendre en compte dans l'étude. Évidemment, pour les habitants de Saint-Valery, ça les concerne en quoi, tout ce que vous faites? Et le fait que quelqu'un puisse se dire aujourd'hui, je construis à Saint-Valery ou je restaure une façade, ça veut dire qu'il doit prendre en compte la qualité et l'ambiance chromatique. Et cette ambiance chromatique, personne n'en a jamais parlé, de savoir que sa façade a été noire, elle était rouge et que le joint était de telle couleur. Il a peut-être jamais vu. Donc c'est pas pour autant qu'on va dire à la personne, on va construire avec du grès, on va construire avec du pavé de silex éclaté ou de la brique de telle couleur et de tel mortier, mais qu'on retrouve quelque part dans sa façade une ambiance colorée qui ne heurte pas l'ambiance colorée du quartier dans lequel il va construire ou il va rénover sa façade. Prochainement, une charte concernant la restauration et la protection du patrimoine de la ville sera mise à la disposition de tous les habitants. À quelques kilomètres à peine de Saint-Valery-sur-Somme, les bancs de sable de la baie abritent un autre trésor naturel qu'une association s'emploie à préserver. Régis Delcourt est membre de l'association Picardie Nature. Il s'occupe bénévolement de la protection des phoques qui vivent ici. Ce matin, il s'apprête à décoller pour une séance d'observation. C'est la plus importante colonie de phoques veaux-marins de la France. Les autres colonies, c'est la colonie de la baie du Mont-Saint-Michel et la colonie de la baie des Vets au nord du Cotentin. Une heure de vol pour photographier et assurer le comptage précis de la colonie de phoques. Ces animaux avaient complètement disparu jusque dans les années 80. Là, on survole à 1000 pieds. Hein. On ne va pas descendre plus bas parce qu'il ne faut pas non plus déranger les phoques et les mettre à l'eau. Là, alors là maintenant on commence à voir les phoques. Là, tout un groupe de phoques très compact. Ça doit être des phoques gris. Et là, des phoques qui sont plus étalés, des phoques veaux-marins. Oui, si tu peux refaire un passage, donc là j'aurai un bon éclairage. Et on continue tout le long comme ça jusqu'au bout. Et après en descendant, on fait la berge sud. Ah, ok. Voilà, c'est bon. Tourne encore et puis c'est bon. Bon, ouais. Essaie de t'approcher un peu si tu peux là. Ouais. Au virant, c'est bon. Bon là, oui, il y en a encore là. Il y a des oiseaux, mais il y a des phoques aussi là. Hein. On va essayer de les faire aussi là. Ouais, en ce moment, ils commencent à être un peu plus étalés. Ils sont moins groupés qu'en fin du mois d'août. Hein. Ah, j'ai le soleil. Oh, c'est bon. C'est bon, je les ai. Alors ces photos en même temps, en étant zoomées, permettent de faire d'autres études sur les classes d'âge pour le suivi scientifique de la colonie. Et comme à chaque vol, Régis déplore la présence de promeneurs trop proches des animaux. Oh, attention, il y a une personne qui est à pied au nord et qui risque de faire un dérangement et de les mettre à l'eau. Chaque fois qu'elles sont dérangées par l'homme, les femelles paniquent et fuient en abandonnant leurs petits. Des bébés qui sont recueillis ici, dans les bassins de l'association Picardie Nature. Ils sont soignés et nourris jusqu'au sevrage avant d'être relâchés. Ce matin, pour ces jeunes phoques abandonnés, c'est l'heure de la dernière visite médicale avant de retrouver les eaux de la baie. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un examen d'état général. Donc, on commence par regarder la muqueuse de l'œil.
La cornée également, l'état de la cornée. Quelquefois on a des affections de ce côté-là. Hein, et maintenant on regarde à l'intérieur de la bouche. Donc là, il n'y a pas de souci. Quelquefois il y a aussi des affections dans la bouche. Et ça c'est important aussi pour leur survie dans la nature, quoi. La palmure postérieure, une bague orange. Et cette bague porte un numéro. S'il échoue, on pourra savoir d'où il vient. Chaque phoque a sur la tête une plaque de couleur qui va se décoller naturellement au bout de quelques semaines. Donc ça permet de les repérer dans un premier temps pour savoir s'ils restent dans la baie de Somme ou s'ils vont vers d'autres endroits. Aujourd'hui, 150 volontaires de l'association ont été mobilisés pour participer à la grande journée de relâchage des phoques. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas appelés? Stéphane Soyer. Un retour vers la liberté très apprécié du public. En général, on a entre 600 et 800 personnes qui viennent voir les relâchés. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à remettre les phoques en milieu naturel, à leur garder une zone de quiétude, donc qu'ils repartent en milieu naturel dans de bonnes conditions, et en même temps que les gens puissent voir les phoques. Donc on va créer une zone de sécurité, donc un périmètre de 200 mètres autour des caisses de phoques, pour éviter que les personnes s'avancent vers les phoques au moment où ils vont être relâchés. L'opération a été minutieusement préparée depuis plusieurs mois. Chacun des 5 phoques relâchés aujourd'hui a un parrain qui a financé ses soins. La remise à l'eau est faite volontairement en public pour sensibiliser les promeneurs de la baie au respect de la tranquillité des phoques. Régis Delcourt, le photographe de Picardie Nature, donne les derniers conseils aux jeunes parrains qui vont libérer les animaux. Ça va aller, hein, tu vas pouvoir te débrouiller pour l'ouvrir. Tu attends qu'on te le dise. Et puis à ce moment-là, tu vas ouvrir la caisse et il va sortir tout doucement. Après quelques minutes de méfiance, les jeunes phoques traversent enfin le bras de mer qui les sépare de leurs congénères. C'est des animaux qui se sont échoués. Ceux-là avaient moins de 24 heures à l'échouage, donc ils connaissent pas bien le milieu naturel. Ils sont nés dedans, mais voilà, ils n'ont pas vraiment de souvenir du milieu naturel. Donc ils se retrouvent là, ils voient, donc on ouvre les caisses, ils voient un horizon qui est beaucoup plus large que la piscine à laquelle ils sont habitués. Après, c'est la redécouverte de leur milieu, mais avec le suivi qu'on fait grâce aux plaques, on se rend compte qu'en général, une marée basse, 2 marées basses plus tard, ils sont complètement réintégrés à la colonie sédentaire. Ça provoque le sentiment d'avoir terminé quelque chose. Mission accomplie pour l'association Picardie Nature.